Bonjour à tous, merci d'être présents, que ce soit physiquement ou aux personnes qui nous suivent en ligne. Merci également à vous deux de vous être joints à moi aujourd'hui. À l'IREMO, nous avons décidé d'organiser, comme l'a dit Madame Agnès Levallois juste avant, un grand format sur la Syrie. Donc à savoir une après-midi dédiée particulièrement à ce pays, puisque je pense qu'il en vaut la peine, surtout au vu du contexte actuel. Il s'agit aujourd'hui d'une première table ronde sur vraiment l'aspect politique du pays et notamment donc de la Syrie après Assad. Comment est-ce qu'on pense la Syrie après Assad? Donc il y a quasiment un an, comme vous le savez, je pense tous, le 8 décembre 2024, le régime de Bachar al-Assad est tombé après plus d'un demi-siècle de dictature sanglante dans le pays. Donc, alors que le pays s'était enlisé dans un conflit interne extrêmement compliqué pendant quasiment 15 ans, on a eu une attaque éclair qui a duré à peine un demi-mois, qui a fait tomber un régime qu'on pensait pourtant inébranlable. Donc c'est une coalition de rebelles, notamment dominée par le groupe qu'on appelle communément HTS, à savoir Hayat Tahrir al-Sham, qui est un groupe djihadiste dominé par celui qui se faisait appeler Abu Muhammad al-Joulani, qui ensuite, de son nom civil, est Ahmad al-Sharar, à savoir le président actuel de la Syrie. Cette coalition a balayé de manière fulgurante, vraiment, l'armée loyaliste, quasiment sans combat, du début de la prise d'Alep fin novembre jusqu'à l'arrivée des troupes à Damas la nuit du 7 au 8 décembre. On a vu des scènes de liesse populaires absolument énormes. On a vu des gens se précipiter pour revenir dans le pays. On a vu des embouteillages absolument impressionnants à la frontière entre le Liban et la Syrie, entre également la Turquie et la Syrie. 14 années de destruction, qui sont aussi bien matérielles que civiles, mais la Syrie doit penser ses blessures et les Syriens doivent y participer. Nous voici donc quasiment un an plus tard pour faire un premier bilan, un tour d'horizon de cette nouvelle Syrie, entrée dans une ère post-Assad, qui est pleine d'espoir, mais aussi pleine de difficultés et de défis que la Syrie doit affronter aujourd'hui. Pour en discuter aujourd'hui, j'ai le plaisir à l'IREMO d'accueillir nos deux invités. Premièrement, Hala Kodmani, vous êtes journaliste franco-syrienne, vous avez dirigé la rédaction arabophone de France 24. Aujourd'hui, vous êtes journaliste pour Libération, où vous avez été reporter notamment en Syrie entre 2011 et 2015. Vous avez suivi donc sur le terrain le conflit. En 2013, vous avez reçu aussi le prix de l'Association de la presse diplomatique française pour la qualité de vos reportages, notamment à Raqqa. Et vous avez également fondé l'association Souria Hurriya, à savoir Liberté, qui œuvre pour la démocratie, la liberté et les droits de l'homme en Syrie. Également, nous avons le plaisir d'accueillir Hakim Khaldi. Vous êtes humanitaire et analyste. Vous travaillez au département des opérations à Médecins sans frontières. Vous suivez et analysez les conflits armés transnationaux, notamment au Moyen-Orient, mais pas que, puisque vous avez suivi également à Haïti, si je dis pas de bêtises. Vous parcourez la Syrie entre décembre 2024 et février 2025 pour recueillir justement les témoignages des Syriens qui sont déjà qui sont présents ou même ceux qui venaient de revenir. Donc vous avez traversé le pays, vous avez fait les grands axes, donc de Damas jusqu'à Alep, en passant par Idlib, la côte, mais également Deir ez-Zor. Et vous avez publié donc un ouvrage très récemment, donc dans la Syrie post-Assad, Carnet de bord avec Diane Villemain. Donc c'est un véritable récit de terrain qui donne la parole aux acteurs et aux actrices de la Syrie post-révolutionnaire sur la reconstruction du pays. Alors je pense qu'il est absolument fondamental de revenir un petit peu sur l'homme fort de cette nouvelle Syrie justement, à savoir al-Joulani. Et on va commencer par un petit peu évoquer son parcours qui est des plus atypiques et comment est-ce qu'il a été propulsé à la tête de Damas. Mais tout d'abord, merci de m'avoir invité et de me donner l'opportunité de parler de la Syrie. C'est un pays sur lequel je travaille depuis 2012 maintenant, et où je me suis rendu à différentes reprises avant le 8 décembre. Et donc, à travers mon travail, j'ai suivi le parcours
Abou Mohamed Jolani, qu'on appelle maintenant Ahmed Shara. J'ai toujours du mal, parce qu'on a toujours appelé Jolani. Mais grosso modo, pour retracer son parcours, c'est quelqu'un qui a eu un premier engagement djihadiste en Irak, suite à l'invasion du pays par la coalition menée par les États-Unis en 2003. Donc, Al-Qaïda en Irak. Ensuite, il a rejoint l'État islamique d'Irak, qui a été aussi créé par les anciens membres d'Al-Qaïda en Irak. Il a été emprisonné par les Américains en tant que djihadiste, membre d'une organisation terroriste en Irak. À sa libération, il a rencontré al-Baghdadi, l'ancien leader de l'État islamique en Irak, qui l'a envoyé ouvrir une branche de l'État islamique d'Irak en Syrie fin 2011, début 2012. Donc, il faisait partie de l'État islamique en Irak, et au moment où Baghdadi a annoncé la création de l'État islamique en Irak et au Levant, il y a eu un clivage politique qui a fait qu'il s'est orienté de nouveau vers Al-Qaïda, et il est devenu le premier leader d'Al-Qaïda en Syrie sous le nom de Jabhat al-Nusra. Ensuite, en 2000, ça c'était donc au début de la révolution. En 2016, il a changé le nom de Jabhat al-Nusra en Jabhat Fath al-Sham, et à travers une annonce publique, il a rompu les liens avec Al-Qaïda. Et finalement, en janvier 2017, il a créé Hayat Tahrir al-Sham qu'on connaît aujourd'hui, sachant qu'entre 2017 et décembre 2024, il y a eu tout un processus de mutation idéologique et d'expérimentation politique dans laquelle il a renoncé au djihadisme global pour se concentrer sur le conflit syrien. Donc ils ont renoncé en tant qu'un groupe armé à tout ce qui est l'établissement d'un califat, et notamment mener des actions terroristes depuis le sol syrien. Dans le nord-ouest qui était contrôlé par HTS entre 2017 et 2024, Jolani, il a fait en sorte de modifier toute l'idéologie initiale du groupe à travers le fait qu'ils ont commencé à utiliser le drapeau de la révolution syrienne et pas l'étendard HTS. Quand on allait à Idlib, avant 2024, on pouvait voir le drapeau de la révolution syrienne. C'était aussi un laboratoire dans le sens où on a vu qu'il avait commencé à y avoir une tolérance vis-à-vis des autres pratiques religieuses en Syrie, notamment la pratique soufie. Il y a eu la protection de minorités dans le village de Yarkoubiye et de Kounaya, qui sont des villages chrétiens dans Idlib. Mais les chrétiens pouvaient aller à la messe et les églises étaient ouvertes. Il y a un village druze aussi qui s'appelle Qalb el-Louz, qui a été protégé par HTS. Il y a aussi eu jusqu'en 2018 deux villages, donc Foua et Kafraya, qui étaient des villages exclusivement chiites, qui ont été protégés par HTS. Donc on n'a pas vu tout ce qu'on observe généralement quand un groupe djihadiste prend le contrôle d'un territoire. Il y a toujours de la mixité dans les malls. Les gens fumaient la cigarette dans les rues, ils pouvaient écouter la musique. Donc on est bien sorti de tout ce qui est la matrice djihadiste initiale. Et donc c'est un peu ce qui est en train d'essayer de remettre en place aujourd'hui Jolani depuis Damas. Très bien. Donc, ma seconde question se dirige plutôt vers vous. Donc, on a bien vu qu'il y a eu une espèce de victoire sur la scène internationale, notamment du fait de cette ascension de la figure d'Al-Jolani, qui passe quand même d'une personne hautement recherchée par le gouvernement américain, fichée chez Interpol, à se présenter donc aux États-Unis, à serrer la main de Donald Trump, à discuter avec lui. Comment est-ce que vous expliquez vraiment cette victoire sur le front, sur la scène internationale, mais qui se couple quand même avec des difficultés qui persistent au niveau vraiment national? Oui, c'est certain. Bon, comme on a entendu tout le parcours absolument étonnant de ce personnage qui littéralement fascine. Et je le vois tous les jours un petit peu quand on parle de la Syrie, etc. Là, on a l'impression que ça se résume à cette personnalité qui fascine complètement les Occidentaux en particulier.
Ah non, mais c'est incroyable, ce djihadiste qui s'est mis en costume cravate, qui a renoncé à toutes sortes de choses, qui a l'air très ouvert, qui voyage facilement, qui joue au basket en... Enfin, il y a un effort de communication autour, bien sûr, mais moi je sais que tout autour de moi, et je ne vous parle pas je parle de journalistes, de personnalités, de diplomates, est-ce que tu l'as rencontré? C'est vraiment la rockstar, quoi. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a un effet fascination euh, partout, aussi, et qui va jusqu'au chez les Américains. Bon, on découvre un petit peu maintenant qu'il y avait quelques contacts quand même pendant les années Idlib entre Jolani HTS et certains services américains, britanniques en particulier en plus, etc. Donc c'est pas né de rien, mais il est certain que on l'a vu que ce soit premier sommet arabe où là c'était vraiment la guest star. Euh, Dernièrement, évidemment, la Maison Blanche, alors ça c'était le summum absolu, mais avant ça, à la COP au Brésil, il est venu en visite officielle en France, premier pays européen, parce que Macron avait envie d'être le premier à recevoir ce personnage absolument énigmatique et très star system, quoi. Donc, il est allé au Kremlin, malgré tout le passif entre la Russie et le régime syrien et tout ce que les Russes ont participé dans la répression et dans les horreurs du régime syrien, et ben, bon, il y a un côté très pragmatique. Les Russes, c'est quand même 50 ans, 60 ans d'histoire en Syrie, avec l'armée syrienne notamment. Ils ont des bases, c'est une grande puissance. On n'a pas d'état d'âme, on va les voir. Donc il y a un côté tout le monde est ouvert à lui. Les pays du Golfe, formidablement. La Turquie, évidemment, mais là, il avait des relations depuis longtemps parce qu'il était un territoire frontalier de la Turquie. Donc, donc il bénéficie d'un soutien, d'une aura internationale, tout d'un coup, tout à fait fascinante et tout à fait étonnante. Bon, tout de suite, il arrive à Washington, on l'enlève son nom et l'organisation de la liste terroriste américaine et ONU et européenne. Je ne crois pas que ce soit fait encore, ou Interpol. Enfin bon, en tout cas, c'est pas ça qui gêne. Ça gêne certaines formalités diplomatiques, mais voilà, ce terroriste absolu qui était une bête noire. Qui est complètement recyclé, admis et qui fascine de façon assez formidable. Alors évidemment, tout cet emballement international, c'est plus autour du personnage, c'est beaucoup... Bon, et ce n'est presque plus, on a oublié le régime Assad, que c'est lui qui a... que son premier succès, c'est quand même d'avoir réussi à renverser la dictature d'une cinquantaine d'années. Donc, du coup, à l'intérieur, et je crois qu'il a premier lieu placé que moi encore pour en parler, c'est un contraste absolu, parce que les Syriens, ils l'ont découvert, oui, ils sont contents d'avoir comme un libérateur du régime Assad, eux se mettent en... Mais il n'a plus du tout l'aura qu'il a eue au moment lors du renversement du régime et au moment où il a pris les choses en main, parce que tout d'un coup, les problèmes à l'intérieur du pays sont tellement diversifiés, tellement colossaux, avec des décennies de dictature et 15 ans de guerre civile. Le pays est complètement délabré et la popularité formidable que Chara a pu avoir les premiers mois après le renversement du régime, là, face à toutes les tensions, les problèmes anciens, nouveaux, etc., commence à y avoir vraiment
un regard beaucoup plus critique, une déception des Syriens, globalement. Je parle de tous les Syriens, bon, de certains groupes plus que d'autres, évidemment, parce que, comme vous savez, il y a eu pas mal de confrontations, et je crois qu'on va en parler. Mais globalement, il découvre un pays délabré, et cet homme providentiel qui avait l'air d'avoir fait le miracle de, de renverser la dictature, eh ben, il n'est pas capable d'assurer l'électricité 24 heures sur 24, d'assurer que les prix ne monteront pas et de vraiment faire sentir aux Syriens une amélioration au niveau de leur vie quotidienne. Très bien, alors justement, on va rebondir du coup sur cette figure qui est assez controversée, qui fait beaucoup parler d'elle. Vous qui avez parcouru la Syrie, est-ce que les Syriens perçoivent de la même façon ce nouveau président? Est-ce qu'il y a des dynamiques qui apparaissent selon les régions? Est-ce qu'il est plus ou moins contesté dans certains endroits? Alors évidemment, la Syrie est un pays multiculturel et multiethnique, donc on a différentes populations qui sont plus ou moins localisées à certains endroits de la Syrie. Est-ce que cela joue vraiment beaucoup? Est-ce qu'il y a une hétérogénéité imposante en fait de la figure et de sa perception surtout parmi les Syriens? Juste pour rebondir sur ce que disait Ola, déjà, Jolani, quand il contrôlait Idlib, il faut savoir qu'il a neutralisé tous ses opposants, qu'ils soient internes, donc au sein d'HTS, ou en externe. Là, avant décembre 2024, je m'étais rendu à Idlib en mars de la même année. Et quand j'étais à Atmé, il y avait des manifestations anti-Jolani dans la rue. Et les gens ils manifestaient principalement parce que il y a eu pas mal d'opposants qui ont été arrêtés, donc des opposants politiques, des responsables d'autres groupes armés, mais aussi des membres de HTS. Quand ces membres de HTS ont été libérés, là c'est vraiment apparu publiquement que les hommes d'HTS torturés dans les prisons d'HTS à Idlib de la même façon que le régime Assad a exercé la torture dans ces prisons. Et ça, je pense que c'est un aspect que les Syriens qui vivaient pas à Idlib ne connaissent pas forcément. Quand je suis arrivé à Damas en décembre 2024, il y avait une crainte parce que les gens qui ont vécu dans les zones contrôlées par le régime de Bachar el-Assad, on leur a toujours montré cette image de zones rebelles labellisées comme terroristes qui allaient du jour au lendemain venir les égorger. Et donc, on avait mis en place l'armée syrienne et ses alliés pour justement les empêcher qu'ils égorgent les populations qui sont sous contrôle gouvernemental. Après, ce qui a été très surprenant les premiers mois, c'est que quand Jolani est venu avec les gens d'HTS pour prendre le contrôle de Damas, il a fallu administrer des institutions pour fournir des services de base aux populations. Et là, HTS se retrouvait dans une impasse parce qu'ils n'avaient pas assez de ressources humaines pour faire fonctionner toutes les institutions. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rappelé les anciens fonctionnaires pour faire fonctionner tous les ministères. Au début, en décembre, quand on allait au ministère de l'Intérieur, au ministère des Affaires étrangères, au ministère de la Santé, c'était quasiment vide. Et après, en janvier, on a vu tous ces ministères plein de monde qui étaient notamment les anciens fonctionnaires. Ils n'avaient pas d'autre choix que faire revenir ces gens-là. Après, ce qui a été très compliqué les premiers mois, c'était fournir les services de base. Quand je suis arrivé à Damas, pourtant c'était la capitale, il y avait 1 heure d'électricité par jour, alors qu'on était en plein hiver. J'avais jamais vu autant de pauvreté à Damas. J'avais vécu à Damas en 2008, et donc j'étais jamais retourné à Damas depuis 2008. J'ai jamais vu autant de personnes faire des mendiers dans les rues qu'en 2024. Le salaire moyen d'un fonctionnaire, c'était $20. Donc il y avait une grande frange de la population qui vivait sous le seuil de pauvreté. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que quand HTS a ramené tous les fonctionnaires dans toutes les institutions, et notamment dans les hôpitaux, bon, les hôpitaux c'est le domaine que je connais le mieux, parce que j'ai visité pas mal d'hôpitaux dans toutes les villes qu'on a parcourues, à un moment, en janvier 2025, il y a eu une espèce de purge. HTS a commencé à licencier massivement
des fonctionnaires dans différentes structures, notamment dans les hôpitaux. Les hôpitaux comme Mouchtad ou Mouassad, c'était la liste du personnel, elle a été divisée par deux. Et donc on se retrouve dans cette situation-là, sachant qu'à côté de ça, il y a le Nord-Est qui est administré par les forces démocratiques syriennes à dominante kurde. Il y a la zone druze de Soïda, qui, comme le Nord-Est, a connu une expérience d'autonomie politique, sur laquelle je pense que ça va être un peu compliqué de revenir. Et il y a cette zone côtière, la zone alawite, qui, contrairement aux deux autres zones, donc la zone kurde et la zone druze, il y a un manque de représentativité politique. Je veux dire, une fois que le régime s'est effondré, ils sont retrouvés un peu livrés à eux-mêmes, sachant qu'aujourd'hui, il y a juste une figure religieuse, spirituelle, Razal Razal, qui essaie de représenter cette communauté, sachant que cette communauté, la communauté n'est pas forcément religieuse et ne se range pas forcément derrière ce leader spirituel. Très bien. Alors, comme vous l'avez dit, donc la Syrie est en proie à une situation économique des plus catastrophiques. Il y a une seconde table ronde qui est particulièrement euh, orientée sur ce sujet, mais il est important quand même de le prendre en compte dans notre propos. Donc, comme l'a dit juste avant Hakim, il y avait très très peu d'électricité, même cet été à Damas, et selon également les différents quartiers de Damas, l'électricité n'était pas unifiée de la même façon partout. On oscillait entre 4 à 6 heures d'électricité, mais les infrastructures étaient extrêmement anciennes, donc quand ça fonctionnait bien, c'était 4 à 6 heures par jour. Quand ça fonctionnait mal, et ben, les générateurs d'électricité explosaient, ça créait des incendies que même la sécurité civile n'arrivait pas à gérer correctement. On a eu des morts de ça cet été, et surtout des grandes difficultés, notamment avec une énorme sécheresse qui a frappé la Syrie cette année, donc des réserves en eau à un niveau historiquement bas que l'on n'avait jamais connu, donc des difficultés qui démoralisent vraiment les Syriens. S'ajoute à ça une hyperinflation, donc 1 euro c'était équivalent à 10 100 livres syriennes à peu près, donc les gens se baladent avec des liasses de cette épaisseur, de billets de 5 000 pour payer un café. Néanmoins, donc on reviendra sur ça juste après, la question que j'allais vous poser, c'est comment est-ce que ce nouveau pouvoir qui s'est constitué avec notamment un texte fondamental, une constitution qui a été dotée, puis adoptée donc, le 13 mars 2025, le jour de l'anniversaire de la Révolution, prend en compte vraiment ces difficultés que juste avant on a évoquées, à savoir des disparités locales. Donc c'est-à-dire qu'on n'a pas de représentation vraiment par rapport aux Kurdes, par rapport aux Alaouites, on n'a pas de garantie justement pour ces minorités-là. Comment est-ce que vous l'expliquez, alors même qu'on a quand même trouvé quelques avancées dans ce nouveau texte? Attendez, je vais peut-être resituer les choses. Sur le plan institutionnel et politique, qu'est-ce qui a été fait? Euh, je résumerai un petit peu en disant tout a été vite fait, mal fait, mais ça a été fait. À commencer par la tenue de conférence de dialogue national. Ça, c'était en février 2024. Genre, dialogue national, comme ça s'est fait dans plusieurs pays qui ont connu des guerres civiles très dures. Bon, je parle d'Afrique du Sud, le Rwanda, les pays de l'ex-Yougoslavie, etc. Donc, cette conférence nationale qui devrait être un truc en développement, durer des semaines, être organisée bien, ça a été bon. Organisé en 1 semaine, 10 jours, vraiment vite fait, mal fait, avec une petite tournée dans les provinces principales, et finalement tout le monde s'est réuni, tout le monde, ça veut dire 400-500 personnes, vraiment pris ceux qui étaient disponibles, parce qu'évidemment, ça s'est décidé en 1 semaine, et ça devait durer quelques heures. Donc, bon, il y a eu 400-500 personnes, mais c'est vrai, plutôt représentatif. Il y avait des gens de
toutes les régions syriennes, de toutes les communautés, de toutes les disciplines, de tous les. C'était assez représentatif finalement, bien que. Bon, ça s'est déroulé dans une atmosphère. Encore, on était encore un peu dans l'euphorie. Et puis, ça avait quand même, je vous dis vite fait, mal fait, mais c'était quand même une première absolue dans l'histoire de la Syrie que 500 Syriens, Syriens, se retrouvent ensemble dans le palais présidentiel, que tout le monde discute, qu'il y ait un débat, etc. Donc voilà, ça a été une étape importante. Et puis il y a eu ce projet de constitution provisoire. Pour 5 ans. Pareil, ça a été aussi fait, vite fait, mal fait, n'importe comment. On a ajouté des choses, des chapitres secondaires, en oubliant des questions principales. Enfin bon, mais il fallait un minimum de légitimité. Il fallait que ce nouveau pouvoir s'assoie sur un minimum de légitimité, donc la conférence nationale, donc cette constitution, et plus récemment donc des élections législatives, des élections du Parlement, qui n'étaient pas une élection au scrutin universel, mais c'était des comités électoraux constitués assez représentatifs finalement, mais pareil, c'était un peu vite fait. Et je crois que si je détaille un petit peu ces choses, bon d'abord il y avait quand même là-dedans, on a senti tout de suite, et les Syriens ont été très sensibles à une volonté d'Ahmad al-Shara de vraiment continuer de contrôler vraiment l'essentiel des pouvoirs, l'essentiel des décisions, puisque même le Parlement, je crois qu'il y a 130 députés ou 260, je ne sais plus exactement. 210. 210, oui. Alors, 2 tiers sont élus par ces comités électoraux à travers le pays, mais le dernier tiers, c'est lui qui les nomme directement. Un peu étrange. Et puis même les comités électoraux, c'est un peu lui qui a désigné les figures principales. Donc bon, il y a l'autorisation qu'on devine évident. Tout ce processus reflète, à mon avis, 2 choses. Bon, d'abord, une rupture claire avec la dictature, quand même, puisqu'on a possibilité de débat, c'est peu, c'est pas assez, c'est pas parfait, c'est très imparfait même, mais c'est progressif, c'est aussi, n'oublions pas que toute cette population n'a aucune notion de vie autre que sous dictature, que soumission au pouvoir absolu. Donc bon, ce sont des progrès. Ils ne sont pas habitués non plus à ces pratiques, je ne vais pas dire démocratiques, mais d'ouverture, progressiste. Ce qui s'est senti aussi, et ça rejoint un petit peu ce que Hakim disait tout à l'heure, c'est l'absence de compétences. L'absence de compétences de l'équipe au pouvoir, qui n'a pas d'administration, et bien sûr qu'ils ont été obligés de rappeler les fonctionnaires, parce que pour faire fonctionner le pays, les administrations, les ministères, il fallait bien des gens qui au moins étaient habitués au travail, sachant que d'ailleurs tous ces gens n'étaient pas pro-Assad, quoi. C'était des fonctionnaires qui étaient mal payés, bon, ils étaient plus corrompus que maintenant, mais bon. Mais jusque maintenant, le pays souffre terriblement de l'ignorance et du manque de compétences, de l'ignorance de l'équipe au pouvoir, qui tout simplement ont cru que gérer Idlib, on pouvait gérer la Syrie à partir de là, ce qui évidemment est inimaginable. Et ils ont été complètement débordés, aussi bien politiquement que pratiquement, que sécuritairement. Parce que pareil, on fait partir l'armée de Bachar al-Assad, mais après, il y a qui dans un pays où il y a des groupes armés partout, où il y a 15 ans de guerre civile, où dans chaque maison il y a une arme au moins, c'est pas évident. Tout ça, le contrôle de tout ça est très complexe. Et donc, on les sent partagés
on sent ce pouvoir partagé entre un côté paranoïaque, ne voulant pas faire confiance et donc ouvrir à des compétences extérieures qu'il ne contrôle pas, même si ça commence à se faire dans certains domaines depuis ces derniers mois, et en même temps être complètement débordé par le poids des responsabilités, l'immensité de la tâche et l'état du délabrement du pays. Juste pour préciser, quand j'ai parlé de tous ces fonctionnaires, de toutes ces listes de fonctionnaires qui ont été réduites par deux pour certaines, je voulais préciser aussi qu'il y avait pas mal sur ces listes d'emplois fictifs. C'est-à-dire que le régime, il avait mis en place une pratique qui était de rémunérer ses fidèles à travers leur inscription dans différents ministères pour qu'ils puissent bénéficier de différents salaires. Pour ajouter à ce que disait Ola, moi je pense qu'il y a eu une confiscation du pouvoir de la part de Jolani à partir du moment où il a déclaré qu'il était président d'un gouvernement de transition pour une durée de 5 ans. Toutes les décisions qui ont été prises par la suite, elles sont quand même très centralisées autour de la figure d'Ahmed Shara, qui a choisi les membres des gouvernements successifs, qui, malgré les élections législatives, c'était un suffrage indirect. C'était un peu un système de grand électeur à l'américaine, mais c'était quand même un suffrage indirect. Par là, c'est pas les Syriens qui ont choisi leurs représentants. Dans ces élections, il y a des régions qui n'ont pas voté. Donc Raqqa n'a pas voté, la région Hasaki n'a pas voté, la région de Souaïda n'a pas voté. Donc les sièges sont restés vacants. Et aussi, il faut ajouter que même si on parle d'une coalition menée par HTS qui a pris le pouvoir à Damas, déjà c'est pas HTS qui est rentré à Damas le premier, c'est les groupes rebelles du Sud qui sont rentrés à Damas. Mais on a très bien vu que, comme il l'a fait à Idlib, Jolani a fait en sorte de marginaliser tous les autres groupes rebelles qui ont participé à cette offensive pour faire en sorte de ne pas leur donner des postes et des institutions qui pourraient lui poser problème par la suite. Tous les postes importants aujourd'hui en Syrie, dans le gouvernement, ils sont tenus par les fidèles compagnons d'HTS de Jolani depuis qu'il était à Idlib. Oui, alors justement, donc il y a 32 sièges vacants à l'Assemblée populaire, puisqu'il y a 3 provinces qui n'ont pas pu voter, du fait notamment que le nouveau pouvoir syrien n'arrive pas à exercer sa domination sur cette région-là. Donc j'aimerais vraiment revenir sur cette fracture de la société syrienne, qui est une fracture d'autant plus géographique qu'elle n'est confessionnelle et ethnique surtout. Comment est-ce que la Syrie pourrait s'unifier, sachant par exemple que les forces kurdes ont par exemple dénoncé cette nouvelle constitution qui ne les incluait pas, qu'on a eu un massacre d'Alaouites sur la côte en mars qui a fait environ 1400 morts selon les estimations. On a eu également la bataille de Souaïda en juillet cette année, juillet 2025. On a donc vraiment des lieux de conflictualité récurrents, notamment donc avec les différents groupes qui existent en Syrie. Comment est-ce que la Syrie pourrait vraiment passer au-delà de cette fracture confessionnelle qui existe? À mon sens, la solution, elle n'est pas dans la main elle n'est pas dans le camp des Syriens. Si on parle de la zone de Souaïda, il y a un rôle très important joué par Israël dans l'ingérence des affaires syriennes à travers déjà d'une part l'occupation du territoire syrien au-delà de la ligne de cessez-le-feu de 1974, notamment sur le mont Hermon, mais aussi le fait que Israël instrumentalise la question druze pour légitimer son occupation d'une partie du pays. Et c'est la même chose pour le nord-est. Le nord-est, donc contrôlé par les forces démocratiques syriennes, que communément les gens appellent la zone kurde. Déjà, c'est pas une zone majoritairement kurde. C'est pas une zone similaire au Kurdistan irakien, dans le sens où c'est pas une zone homogène peuplée uniquement de Kurdes. C'est une zone qui est majoritairement arabe. Les Arabes dans ces zones-là
Ils sont restés fidèles à la coalition donc, Force démocratique syrienne qui a été créée fin 2015 par les États-Unis. Donc il y a une coalition de forces arabes et de forces kurdes pour lutter contre l'État islamique. Les populations arabes qui vivent dans le nord-est, le 8 décembre, elles ont demandé qu'une seule chose, c'est le retour de l'État. Elles sont restées jusqu'au 8 décembre 2024 avec les Kurdes parce qu'elles ne voulaient pas du retour du régime de Bachar al-Assad. Mais depuis le 8 décembre, il y a une énorme pression de ces populations arabes, notamment à Raqqa, à Hasakeh et surtout à Deir ez-Zor, pour revenir sous contrôle de Damas. C'est une des raisons qui a poussé Mazouma Abdi, donc le chef des forces démocratiques syriennes, à aller signer un accord avec Ahmed Shara en mars 2025. Et quand je disais que les solutions ne sont pas dans les mains des Syriens, c'est que aussi dans cette zone, il y a une présence des forces armées américaines. C'est à travers la présence des forces armées américaines que les forces démocratiques syriennes ont pu se maintenir jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un peu difficile de comprendre le rôle des États-Unis dans cette zone parce que d'une part, ils ont poussé les forces démocratiques syriennes, dont Mazouma Abdi, à aller signer l'accord avec Jolani, mais d'autre part, ils sont présents dans cette zone et c'est vraiment eux qui pourraient décider du futur de cette zone. Sachant qu'aujourd'hui, on est aussi avec un rôle de la Turquie qui, depuis 2012, voit comme une menace à l'intégrité de son territoire le fait que donc le PYD, donc le PKK syrien qui a été créé en 2003, contrôle certaines zones frontalières avec la Turquie, ce qui, pour la Turquie, pourrait donner des idées aux Kurdes qui sont en Turquie. Mais il y a eu un cessez-le-feu qui a été signé avec le PKK en début d'année. Du coup, il y a eu un redéploiement des forces du PKK, non seulement sur les montagnes de Kandil, donc le fief historique au nord de l'Irak du PKK, mais aussi dans le nord-est syrien. Et donc c'est pour ça que je dis que c'est vraiment les forces armées américaines qui vont jouer un peu le rôle d'arbitre dans ce dossier-là, parce que jusqu'à aujourd'hui, c'est leur présence dans le nord-est qui assure la stabilité du contrôle des forces démocratiques syriennes. Sachant que les forces démocratiques syriennes, depuis 2013, ils ont une administration autonome du nord-est de la Syrie, et donc ça fait un peu plus de 10 ans qu'ils ont une expérience d'administration autonome dans cette zone, qu'ils ont mis en place des droits qui n'existaient pas avant dans la Syrie de Bachar el-Assad. Et ça va être extrêmement difficile pour les Kurdes qui administrent cette zone aujourd'hui d'abandonner tous ces acquis. Très bien, donc de vos deux propos, on comprend bien qu'au final, malgré l'apparence d'Al-Joulani qui se veut plus moderne, qui se veut un peu plus ouvert, que des tensions persistent, déjà de manière structurelle, mais également, donc comme vous l'avez dit, par l'incompétence et le manque déjà de moyens, mais aussi vraiment le manque d'expérience aussi. Oui, le manque de ressources humaines qui existe, malgré un très grand tri qui a été fait. Maintenant, peut-être deux questions en une seule. Est-ce que Ahmed al-Shara est vraiment cet homme fort qu'il cherche à montrer ou à construire comme image, en tout cas? Ou est-ce que il a une véritable base, ou peut-être des rebelles, d'anciens rebelles proches de lui qui le conseillent, ou est-ce qu'il est vraiment seul, puisqu'on a un régime hyper présidentiel? Je rappelle qu'il n'y a pas de premier ministre, il n'y a pas non plus de président du Conseil des ministres. Donc, est-ce qu'il est vraiment cet homme fort qu'il se veut être? Et y a-t-il vraiment une perspective démocratique en Syrie après cette échéance des 5 ans à venir? Je crois qu'on ne peut pas anticiper si loin. Et on voit qu'il y a des évolutions et des révolutions et des chocs qui sont pratiquement toutes les semaines qui se renouvellent. Bon, dire deux mots aussi de des problèmes. Il y a des plaies qui se sont ouvertes, vraiment des chocs qui ont, voilà, ça a explosé. Et pour l'instant, c'est toujours des plaies ouvertes. Il n'y a pas eu, rien n'a été fait vraiment par le pouvoir ou par les responsables des régions concernées pour avancer dans une solution, dans un dialogue, dans une entente, une négociation. Je me permets de revenir aussi pour dire c'était le minimum qu'on pouvait attendre compte tenu de la situation après 15 ans de guerre. C'est-à-dire que
Évidemment, côté nord-est syrien, ce gouvernement autonome, ils étaient chez eux, ça fait 2 ans. Tout d'un coup, on leur dit ah ben non, maintenant c'est fini, il y a un État central, il y a un nouveau pouvoir, etc. Va falloir composer avec. Évidemment, si on occupe une villa tout seul et que tout d'un coup le propriétaire arrive, on est un peu embêté. Bon, il faut reculer. Pareil, la zone côtière qu'on appelle mal la zone alaouite, puisqu'elle est à majorité sunnite, mais bon, où il y a l'essentiel de la présence alaouite et où il y a eu des massacres, bon, dont on a vu le procès il y a quelques jours, en partie, c'est pareil, il y avait un tel passif entre ces populations, entre ces communautés qui ont souffert de l'arrogance de tous les services, de tous les milices et la corruption de l'ancien régime. Pareil, je ne dis pas que c'était inévitable, mais ce n'est pas surprenant. Pareil pour le Soueda. Bon, Soueda a été beaucoup plus manipulé. Oui, il y a un problème israélien. Mais bon, pour revenir à est-ce qu'il est autoritaire, bien sûr qu'il est autoritaire. Il est formaté autoritaire, on l'a vu les premiers jours, on le savait depuis avant. C'était un chef militaire, c'était un chef, il régnait complètement. Et aujourd'hui, il s'appuie vraiment sur un cercle très resserré, y compris ses 2 frères, qui ont des positions essentielles dans le pouvoir. Il y en a un qui est pratiquement le secrétaire de la présidence et qui est le vice-président, presque. Un autre qui s'occupe plus des questions économiques, plus son beau-frère qui est un peu vraiment le gouvernement de BIS, de Chibani, qui est le ministère des Affaires étrangères. Voilà. Donc, il est autoritaire, mais en même temps, c'est quelqu'un qui, je ne vais pas faire de psychologie de comptoir, qui a une ambition démesurée d'apparaître comme l'homme providentiel historique qui a sauvé la Syrie, qui a mené la Syrie de l'enfer au paradis. Donc, il est obligé de plier certaines choses. Il est obligé d'être à l'écoute. C'est pour ça qu'il montre quand même. On voit qu'il y a de la souplesse. Hein. Ils reviennent sur certaines décisions, ils prennent un truc, ils reviennent si c'est très simple. Ils sentent la popularité monter, hop. Tout d'un coup, quand il a vu son popularité monter, je ne sais pas par quel miracle il a réussi à avoir 24 heures d'électricité à Damas en quelques jours, alors qu'il n'y en avait encore que 4 ou 5. Je n'ai pas encore suivi, hein, je n'ai pas encore pu me savoir. Damas et Alep, tout d'un coup, ont eu 24 heures d'électricité cette semaine. Parce que la grogne commençait à monter. Donc, et ça, c'est un aspect essentiel, c'est que, quand même, cette ouverture, ce nouveau pouvoir, il y a eu une levée du couvercle, c'est-à-dire un espace de liberté d'expression dans toute la population syrienne, absolument inédit historiquement, qui fait qu'ils ont le droit de râler. Et ils râlent, et tout le monde râle, à tous les niveaux, et contre tout. Bon, évidemment, d'abord sur le niveau de vie, la hausse des prix, les salaires, etc. Mais sur n'importe quoi. Moi, je suis allé plusieurs fois depuis, mais je dis, mais vous êtes plus râleurs que les Français maintenant. Tout d'un coup, ça c'est pas possible. Non mais, compte tenu de la situation, il n'y a plus, compte tenu de la situation. Mais au moins ils ont la liberté de le faire. Et ils ont des échos. Ça s'entend. Tout le monde parle librement dans les rues, dans les cafés, bon, c'est pas organisé, il n'y a pas de parti politique, il n'y a pas de porte-voix. Les intellectuels, eux, mais ils défont tous les jours le pouvoir, mais ils le désinguent, mais rien. C'est vraiment, ils sont là au point de dire c'était mieux avant, ou presque c'était comme avant. Presque comme avant. Donc, il y a ça. Le fait, ce personnage qui est bien sûr autoritaire, mais le fait de vouloir être, je dirais, il aspire à un populisme. Il est tellement sensible
quand il va faire des bains de foule. Ça, c'est un signe. Il va dès le départ, les premières semaines, il allait dans tel quartier de Damas. Tout d'un coup, les habitants le découvraient dans la rue devant eux. C'est un populiste. Donc, il ne veut pas seulement exercer le pouvoir autoritaire et tout tenir et tout contrôler, ce qui est certain. Et là, il va falloir que les Syriens construisent des contre-pouvoirs mais en même temps, il tient à sa popularité. Et, et là, il sent la popularité, enfin, il a senti la chute de popularité. Donc, il y a une marge de manœuvre pour les contre-pouvoirs syriens de tempérer justement cet autoritarisme inné, je dirais, chez le président. Alors très bien, donc on voit bien qu'il y a quand même une forme d'évolution, déjà donc cette liberté d'expression comme vous l'avez dit, mais j'aimerais revenir donc notamment sur le sujet de ces plaies qui sont béantes, qui sont ouvertes, qui n'ont pas été pensées encore. Et c'est notamment le choc vraiment de la chute de Bachar qui a été très soudaine, à laquelle mais personne ne s'y attendait quelques semaines encore avant. Et rien n'a été concrètement fait comme devoir de mémoire. Alors, on a quand même une petite évolution, à savoir que dans la nouvelle constitution, ou dans le texte provisoire de la constitution, l'article 49.2 criminalise la négation ou la justification des crimes du précédent régime. Néanmoins, rien n'est fait encore, et donc, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de Syriens qui râlent, voilà, et qui attendent aussi que le pouvoir leur rende des comptes, notamment d'un point de vue de la justice, mais également pour retrouver toutes les personnes disparues, tous les inconnus de la Syrie, puisque on a eu on a une espèce de bataille des chiffres actuellement. On n'arrive pas à chiffrer combien sont morts, combien ont disparu, mais on a vu des gens qu'on pensait morts sortir de prison, courir dans les rues. On a eu un espèce de chaos, voilà, au sein de la société civile. Et aujourd'hui, les familles s'interrogent sur leurs disparus. On découvre à peu près 130 fausses communes jusqu'à aujourd'hui, et le gouvernement n'arrive toujours pas à répondre à cette interrogation. Surtout, comment est-ce qu'on reconstruit la Syrie avec autant de disparus? Donc c'est une question qui vous est adressée à tous les deux. Ouais, par rapport à cette question, je voulais partager avec vous le fait que les premières semaines, quand je suis arrivé à Damas, dans les hôpitaux, dans toutes les places centrales de Damas, on pouvait voir des portraits de disparus. En fait, les familles avaient affiché dans tous les lieux publics, et surtout à la sortie des hôpitaux, le portrait, le nom et le numéro de téléphone du membre de la famille disparu. Et très vite, au niveau d'une réponse, bon, pas politique, mais d'un point de vue d'une réponse humanitaire, sont mis en place ce qu'on appelle des programmes destinés aux survivants. C'est comme ça qu'on les appelle dans le jargon humanitaire en Syrie. Mais ce qui s'est posé comme problème, c'est que tous les gens qui sont sortis déjà vivants de ces centres de détention, de ces prisons, mais leur première volonté, c'était pas d'aller s'enfermer entre quatre murs pour bénéficier d'une consultation ou d'une discussion avec un psychologue ou de soins médicaux. Leur première volonté, c'était d'aller retrouver leur famille. Et je voulais souligner qu'il y a des gens qui sont sortis des centres de détention et qui n'ont pas retrouvé leur famille. Parce qu'il y a, dans un sens, des familles qui cherchent des disparus, mais il y a aussi des gens qui sont sortis et qui n'ont pas retrouvé leur famille en sortant. Mais je crois savoir qu'il y a une commission qui a été créée par les Nations Unies justement pour travailler sur ce sujet-là. Mais les premières semaines, comme je disais, donc il y avait tous ces portraits, mais très vite, le gouvernement à Damas a demandé à retirer tous ces portraits. Donc il y a pas mal de familles qui sont aujourd'hui dans une impasse qui est de savoir quels sont les moyens qui leur permettraient de retrouver leurs proches, de savoir déjà s'ils sont morts ou s'ils sont toujours vivants. Peut-être que vous voulez ajouter quelque chose sur cette question? Oui, non, c'est certain que les questions de justice et de droits humains, etc., c'est lancinant, je veux dire ça, parce que en fait, il y a tellement de familles concernées. C'est-à-dire, on n'oublie pas la répression de masse que c'était, le vrai camp de la mort qui ont duré pendant des décennies dans les prisons et ailleurs. Donc,
c'est un point qui concentre énormément de colère légitime, euh, avec quand même l'intérêt qu'il y a eu, ça a été un terrain d'intervention de plusieurs organisations internationales, y compris des organisations de la société civile syrienne qui étaient par exemple à l'étranger, en opposition, qui étaient en Allemagne, en France, etc., qui ont pu revenir, qui ont une certaine pratique quand même euh, de toutes les organisations des droits humains, de comment on fait. C'est sûr que les questions des disparus, c'est lancinant, tout le monde en parle, parce que ça concerne plein de gens. Et que c'est terrifiant, surtout quand on a vu un certain nombre de familles soulagées de retrouver leurs enfants qui sortaient de prison, leurs proches qui, après des années, parfois des décennies de prison, le choc de ceux qui ne les ont pas retrouvés était encore plus important. Bon, la question de la justice transitionnelle aussi pèse énormément sur ce pouvoir et sur ses responsables, parce que, mais là, pareil, on ne sait plus par où commencer. On est débordé. D'autant que, comme il y a eu un certain nombre de crimes, de massacres, etc., commis depuis un an, maintenant on ne sait plus à quoi donner priorité. Est-ce qu'on va d'abord, ce qui a été fait, hein, faire des commissions d'enquête sur les massacres de la côte et les massacres à Soueda, ou est-ce que, alors, attends, on les oublie pour l'instant et on revient aux horreurs commises à l'époque des Assad. Bon, donc tout se mêle et on ne sait plus quelles sont les priorités. Et on l'a vu très clairement dans ce dernier procès qui a été fait énormément comme une opération de relations publiques. Du point de vue efficacité, bon, bien sûr, ça veut dire quelque chose, mais bon, tous les accusés se défendent, même ceux qu'on a vu les armes à la main dans des vidéos, ils disent non, non, c'était pas moi, ou alors c'est quelqu'un qui était à l'étranger qui m'a obligé de le faire. C'est quand même, bon, maintenant on a 500 ou 600 accusés qui personne ne reconnaît avoir tenu une arme quand même, alors qu'il y a eu des massacres dans tous les sens. Et que ce soit de la part des forces du pouvoir, enfin proches du pouvoir, ou des anciens de l'ancien régime, des milices de l'ancien régime, qui ont aussi participé à des massacres et des deux côtés. Donc bon, tout ça se met en place, mais c'est une pression très importante sur le régime, d'autant que c'est une pression qui a, du fait de ces organisations internationales présentes et des Syriens très connectés à l'international, ça a beaucoup plus d'écho que des problèmes locaux de l'électricité ou de la saleté ou de la pollution. Ce procès d'Alep, pour moi, il soulève un énorme problème. C'est que, comme disait Ola, on se focalise sur les massacres qu'il y a eu sur la côte par rapport à ce procès. Mais jusqu'à aujourd'hui, il y a pas mal de Syriens qui, à défaut de se référer à une justice, et font vengeance justice eux-mêmes. Et donc, notamment sur toute la zone côtière, la zone rurale de Hama, de Homs, où il y a énormément de personnes qui sont, même des familles, qui sont tuées chez elles. Il y a même des quartiers qui ont dû être bouclés par la sécurité pour empêcher que des gens de l'extérieur y pénètrent. Et du coup, ce procès-là à Alep, il pose la question de comment rendre justice à toutes ces personnes et toutes ces familles qui ont été victimes du régime d'Al-Assad pendant toutes ces années. Et du coup, on ouvre un procès spécifique pour les massacres sur la côte. Et on laisse en suspens tous ces gens qui, comme je le disais, pour certains, n'ont pas d'autre solution, ne voient pas d'autre solution que de se faire justice
justice eux-mêmes. Oui, donc il y a cette question sécuritaire qui est extrêmement importante. D'ailleurs, on a eu des attentats qui ont été revendiqués par l'État islamique contre des églises. Pas par l'État islamique, C'était pas... par Ansar Sunnah. Ah, pardon, excusez-moi, rectification. Après cet événement, par exemple, on a eu des checkpoints qui ont été remis alors qu'ils avaient été complètement ouverts en décembre, et là ils ont été remis en place. Bon, c'est pas exactement les mêmes checkpoints, mais quand même, on a donc cette question sécuritaire qui pèse. Mais il y a une autre question qu'on n'a pas encore abordée, c'est celle surtout de la reconstruction que je voulais aborder avec vous. Donc une reconstruction avec des défis vraiment logistiques, civils. On a des zones qu'il faut entièrement déminer, qu'il faut ensuite entièrement reconstruire. Et c'est des zones, c'est partout en Syrie. Donc on a par exemple la moitié de Damas qui est complètement au sol. Il y en a, je parle même pas encore de ce qu'il y a à l'extérieur. Mais comment est-ce que on peut appréhender vraiment ces difficultés? Comment est-ce qu'il faudrait intervenir? La question de la reconstruction, elle pose aussi d'autres questions, qui est notamment le retour des déplacés internes, qui sont toujours dans des camps, et le retour des réfugiés. Donc, comme vous le disiez, il y a donc la ville de Damas qui restait intacte pendant toute la guerre, mais à peine on sort de Damas, toute la banlieue, quoi, c'est impressionnant le niveau de destruction. Il y a la ville de Deir ez-Zor qui est massivement détruite, et il y a aussi tout le sud, Alep, Alep Homs, Est, Homs, tout le sud de Idlib, qui a été une zone tampon pendant des années entre le régime et HTS. La Routa aussi. Et du coup, donc la banlieue de Damas, oui. Et du coup, quand je parle de la problématique des déplacés internes et des réfugiés, c'est que dans ces zones-là, pour que les gens reviennent, il faut non seulement reconstruire ce qui était autrefois leur habitation, mais aussi refournir des services de base, notamment des services de santé, rouvrir des écoles. Donc s'il y a aujourd'hui un focus sur ce qui est l'existence, qui est aujourd'hui debout, il y a toutes ces zones où il faut faire tout un travail pour ramener ces services qui pourront par la suite faciliter le retour des déplacés, des réfugiés. Et en plus de ça, en Syrie, il y a eu un autre problème, c'est que la coupure des fonds de l'USAID, donc de l'aide américaine, a fait qu'il y a pas mal d'organisations internationales, mais aussi locales, qui n'ont pas pu assurer les projets qu'ils avaient planifiés pour 2025. Et la question de la reconstruction, elle est surtout liée à toute la diplomatie, tout ce que Jolani pourra obtenir non seulement des pays du Golfe, mais aussi des États-Unis, parce que c'est les États-Unis qui ont la décision sur notamment la levée des sanctions qui pourraient permettre à l'économie de se relancer. Très bien, peut-être une dernière question avant de laisser place au public. C'est une question qui s'adresse également à vous deux, c'est une question un peu ouverte, notamment sur la place de la diaspora syrienne, puisqu'on a eu une très grande partie de la population syrienne qui a été déplacée, beaucoup entre la Turquie, le Liban, l'Allemagne, très peu en France, mais on a quand même déjà un début de retour, donc on l'a déjà un petit peu évoqué, il y a des difficultés logistiques à ces retours, mais également toute une génération finalement qui est née ou qui a grandi en tout cas dans des climats vraiment différents. Comment est-ce qu'ils pourraient participer à cette reconstruction? Quelle place est-ce que le gouvernement actuel serait prêt à leur laisser? Comment est-ce qu'on envisagerait vraiment une Syrie qui a besoin notamment du retour de tous ces déplacés? Ça, c'est tout à fait lié à la question de la reconstruction et de l'avenir économique. Donc je crois que ça sera plus pertinent de l'aborder tout à l'heure dans la deuxième séance. Ce qu'on peut déjà voir, l'équation est très simple. Est-ce que vivre là où ils sont, ils vivront mieux là où ils sont ou s'ils reviennent? Il est évident que les réfugiés syriens qui sont encore sous des tentes au Liban et maltraités et détestés par la population, etc., s'ils peuvent avoir n'importe quoi pour vivre, même construire n'importe quoi à Damas. Mais bon, après, il faut des écoles, il faut des hôpitaux, etc. Les gens compétents, je veux dire la diaspora qui peut être utile à
reconstruction du pays. Bon, il y en a beaucoup dans les pays du Golfe, en Europe, aux États-Unis, etc. La plupart de ceux-là ne reviendront pas vivre en Syrie, du moins dans les années qui viennent. Mais ils peuvent contribuer, que ce soit... D'abord, ils sont beaucoup revenus. Tout le monde est revenu. Oui. Revenu en visite. Oui. En tourisme, ce qui fait qu'il y a un secteur qui marche très très bien en Syrie, c'est l'hôtellerie et la restauration. Ça marche très 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 bien. Les hôtels sont pleins, ils pratiquent des prix des fois absolument scandaleux. Et les restaurants, pareil. C'est des prix presque européens dans certains quartiers. Donc bon, tous reviennent. Ceux qui ont des appartements les remettent en état. Ceux qui venaient simplement pour des vacances maintenant restent plus longtemps. Les enfants, il y a tout un mouvement on retrouve le pays qui est assez remarquable. Alors, après, il commence à y avoir aussi des choses beaucoup plus organisées au niveau des organisations médicales, par exemple, d'Allemagne ou de France ou des États-Unis qui vont aider à remonter le système de santé qui est en très mauvais état, forcément. On a des hommes d'affaires qui c'est les plus frileux. Ils vont attendre que tout soit bien et après ils viendront mettre 3 sous. Après, mais on a vu aussi des ingénieurs, il y a une volonté de contribuer, de participer, de reprendre. Et là, c'est sûr que les compétences dans la diaspora sont essentielles. Parce qu'il y a aussi des générations, plusieurs générations en fait, qui ont grandi, qui ont acquis des conséquences, mais qui ont acquis un savoir, des langues, une ouverture d'esprit, des contacts. Ça, je veux dire, bon, les Allemands ont été paniqués hein, quand ils ont vu que les médecins syriens risquaient de rentrer, ou tous les employés des EHPAD allemands. Donc bon, et le choix est évident que c'est là où on continuera à mieux vivre. Donc on est dans une situation où on a des enfants à l'école, et on est logé, on a un peu un travail, on a des revenus, etc. Où que ce soit, on ne va pas aller s'installer dans un pays qui est encore complètement délabré, où il y a plein de soucis et où il n'y a pas de services essentiels. Si je peux me permettre de rajouter un mot par rapport à ça, moi je vois un autre aspect, c'est que à travers la révolution syrienne, il y avait 3 types d'engagement possibles pour un jeune. Il y avait l'engagement militaire, donc rejoindre un groupe armé. Il y avait l'engagement associatif. Et cet engagement, il a connu pas mal de succès parce qu'il y a énormément d'organisations syriennes qui sont nées de la révolution, qui étaient principalement basées en Turquie, mais aussi dans d'autres pays, mais surtout en Turquie, parce que Gaziantep, c'était quand même la capitale de la révolution syrienne. Moi, toutes les organisations syriennes que je connais qui étaient à Gaziantep, elles sont toutes retournées à Damas, avec une volonté ardente de reconstruire le pays. Donc il y a déjà des jeunes qui sont en train de s'engager, là, aujourd'hui, en Syrie, pour reconstruire le pays. Le 3e engagement que je voyais, c'était l'engagement politique, mais malheureusement, quand je disais tout à l'heure que tout a été verrouillé par Jolani, c'est que c'est impossible aujourd'hui de créer un parti politique. Et du coup, il n'y a pas de position, pas possibilité de créer une opposition politique officielle. Je dis pas qu'officiellement c'est pas possible, mais officiellement à ce jour c'est pas possible de créer un parti politique. Mais il y a quand même un engagement des jeunes à travers toutes ces associations. Au moins intellectuel. Oui, intellectuel, oui, mais aussi à travers le monde associatif, la société civile. Ça, c'est un terrain qui est largement investi par les jeunes Syriens et les jeunes Syriennes. Très bien, je vous remercie pour toutes vos clarifications. Vous dites qu'il n'y a pas de possibilité d'avoir un parti politique. Est-ce que la presse est muselée aussi parce qu'elle peut servir éventuellement d'être une position? Officiellement, c'est impossible de déposer des statuts, de créer un parti politique en Syrie aujourd'hui. Au niveau de la presse, ce qui est massivement investi, c'est les réseaux sociaux. Moi, je suis les réseaux sociaux pour suivre l'actualité de la Syrie, et là, il y a une énorme diversité entre la presse qui soutient le régime et une autre presse qui est très critique envers... j'ai dit le régime. C'est un réflexe. Mais il n'y a pas de censure officielle, je veux dire. Si. Non.
sur le... Officiellement, non. Officiellement. Officiellement, on peut pas acheter un journal d'opposition dans la rue. Mais il y a une liberté, comme tous mes amis syriens de Damas et d'Alep. Encore la semaine dernière, je leur ai parlé. Ils peuvent publiquement, dans la rue, critiquer le gouvernement. Chose qui Ça, était c'est possible. impossible. Je peux dire sur la presse pour que normal, que ce soit un peu un domaine qui m'intéresse. Alors, il y a eu vraiment une installation là d'une presse loyale, on ne va pas dire officielle, pour ne pas dire officielle, soit des télé-infos, chaînes d'infos, vraiment la Ikhbaria Souria, les nouvelles syriennes, c'est vraiment un peu l'organe officiel, la télé. Alors bon, désolé de vous dire, la presse écrite, plus personne, d'aucun bord ne la lit. Mais bon, en ligne, si, il y a des sites d'information très intéressants. Alors il y avait ceux qui sont nés dans l'opposition, qui sont basés en Turquie ou certains en Allemagne, etc., de très grande qualité, que ce soit radio, presse écrite, site internet et ou multimédia, qui continuent à faire du très bon travail, qui sont très soutenus par les organisations de développement de médias européennes. Bon, un Baladi ou une Jumhuriya, bon, il y a des titres qui sont là depuis une dizaine d'années, hein, qui étaient dans l'opposition et qui ont été formés, développés, etc., complètement avec un regard démocratique, droits humains, ouvert surtout à toutes les questions de société. Donc, et cela existe. Il n'y a pas eu de censure. Il n'y a pas. Je n'ai pas connaissance d'un acte de censure, ni de bloquer, par exemple, un site internet, un site d'information, ni même des groupes, des rencontres. Parce que les partis politiques, en tant que parti, s'appellent partis politiques, c'est interdit. Ce n'est pas autorisé, c'est pas interdit encore. Mais il y a toutes sortes de groupements. Cercle culturel pour le débat de je sais pas quoi, le cercle machin pour les libertés, un autre cercle. Quand c'est des cercles et des forums et des choses comme ça qui sont tous les soirs à Damas, il y a une ou deux conférences où on peut aller, où on retrouve 50 ou centaines de personnes sur un débat, sur une thématique, et tout ça c'est complètement ouvert. Il n'y a pas eu, à ma connaissance, pour l'instant, la moindre tentative de faire taire les voix. Et ouais, la critique est ouverte. Et non, pour l'instant, c'est comme ça. Maintenant, il n'y a pas vraiment de. Alors, il y a évidemment un côté la presse est propagande. Hein. Il y a quelques propagandistes sur les télés, sur les réseaux sociaux, des propagandistes du régime. Mais ils sont presque contre-productifs maintenant, parce qu'ils en ont tellement fait que maintenant ils ont perdu beaucoup de crédibilité, puisqu'ils sont tout le temps en train de dire ya, magnifique, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'ils ont fait. Donc voilà, il commence à y avoir un petit peu pouvoir et contre-pouvoir. Il y a un va-et-vient, quoi. Oui, une question. Merci pour vos présentations. Moi, j'ai une question, notamment sur vos points de vue dans les prochaines années. Je sais que c'est un peu compliqué de prévoir, mais comment vous pensez la politique d'Al-Golani dans les prochaines années? Est-ce qu'on tend vers une politique un peu plus autoritaire ou un équilibre et une ouverture vers l'Occident qui continue à se développer? Moi, je me garderai de toute prévision. Vraiment. On est encore dans une situation très fragile. Les défis sont encore énormes. Ça peut basculer quelque part. Ce qui est important, c'est que je crois une conscience à la fois à l'international et dans le pays, que si ce pouvoir-là est renversé, on peut revenir à un chaos total et à une guerre civile redoutable, parce qu'il sera une multiplication de guerres civiles un petit peu partout.
avec évidemment des ingérences régionales, internationales, etc. Si ce pouvoir réussit à tenir en place, après, tout est ouvert. J'allais dire le meilleur et le pire. On peut craindre, oui, un pouvoir quand même autoritaire qui irait entre Sisi et Erdogan, pour vous donner un peu les cas de figure. On peut imaginer une situation un peu volatile, un peu, genre le Liban, genre l'Irak, où bon, c'est pas muselé, c'est pas vraiment une totalitaire, c'est pas une version, mais bon, il y a des aberrations partout. Enfin bon, je ferai pas de prévision, juste je jette comme ça quelques alternatives possibles. Parce que ma question c'était du coup, est-ce que vous pensez que Al-Jolani, enfin une autre partie de la question, que Al-Jolani s'est vraiment écarté du djihadisme ou il pourrait revenir à une Je tendance crois qu'entre le pouvoir et le djihad, il a clairement choisi le pouvoir. Il est prêt à tous les sacrifices pour rester au pouvoir, garder au pouvoir et réussir son pouvoir. Il a clairement donné tous les signaux, et si il a donné des signaux contraires, par moment, parce qu'il doit quand même ménager sa base et ses arrières, où il a quand même aussi un problème avec les siens. Parce que des fois, il trouve qu'il va vraiment très loin. Là, quand il a présenté sa femme et qu'elle a fait un truc, elle a eu un diplôme, que c'était tout d'un coup toute une manifestation publique à aider parmi les gens, que cette dame était une star et que lui était en train de l'applaudir. Alors là, les djihadistes, ça n'a pas marché du tout. Hein. Mais Jolani, depuis 2017, c'est plus un djihadiste. Hein. Il a rompu avec le djihad global et il s'est vraiment focalisé sur un projet nationaliste centré sur la Syrie. La problématique qu'il traîne avec lui jusqu'à aujourd'hui, c'est que parce que HTS c'était une coalition, c'était pas un groupe uni. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est une coalition qui est née à partir de la première rencontre à Astana entre la Russie, la Turquie et l'Iran, parce qu'il y a des groupes qui voulaient négocier, donc participer au dialogue d'Astana, et des groupes comme celui de Jolani qui ne voulaient pas. Mais HTS, c'est une coalition, et dans la coalition HTS, il y a des djihadistes. Il y a des djihadistes qu'il a amenés avec lui à Damas, et il y en a qui sont restés à Idlib. Et ceux qui sont restés à Idlib, aujourd'hui, ils n'ont pas d'autre alternative que de se soumettre à Jolani, parce qu'ils ne peuvent pas quitter la Syrie. Et comme ils ne peuvent pas quitter la Syrie, parce que s'ils rentrent chez eux, ils vont être emprisonnés, ils sont obligés de suivre la ligne politique de Jolani en espérant obtenir une naturalisation qui pourra leur offrir une protection. Mais par rapport à votre première question, moi je pense que tout est lié aux États-Unis. Le problème, c'est que avec Trump, on peut s'attendre à tout, mais quand même, Jolani aujourd'hui, je pense, son principal atout d'un point de vue politique, c'est qu'il a mis un terme à l'influence de l'axe de la résistance en Syrie. Je veux dire, il a coupé la route qui liait l'Iran au Liban, quoi. Donc les gardiens de la révolution au Hezbollah. Et le pouvoir actuel à Damas et tous les alliés de Jolani, quelques groupes qu'ils soient, ils sont farouchement opposés à l'Iran. Aujourd'hui, l'Iran, c'est un des 7 pays avec Israël qui est interdit d'entrer de territoire en Syrie. Quand j'étais à Damas, quand on est à l'aéroport, on nous a dit qu'il y a 2 nationalités qui ne peuvent pas rentrer. C'est les Iraniens et les Israéliens. Sachant qu'il y a des Israéliens qui ont visité Damas. Mais les Iraniens, tous les groupes qui ont suivi Jolani à Damas et tous les groupes sunnites sont farouchement opposés à l'Iran. Donc je dirais que ça, c'est sa principale maîtresse. Et à travers sa rencontre avec Trump en Arabie Saoudite, comme celle qu'il a faite là ce mois-ci à la Maison Blanche, on voit bien que les États-Unis ont misé sur Jolani. Et ça date pas d'aujourd'hui.
Nous, on travaille avec mon organisation, on travaille à Idlib depuis 2012. Quand HTS a pris le pouvoir à Idlib, la coalition américaine menée par les États-Unis, la coalition anti-État islamique, elle a mené des assassinats extrajudiciaires sur tous les leaders djihadistes. Donc Horace Eddin, qui était le nouveau Al-Qaïda en Syrie, qui était des défecteurs de HTS, Jund al-Aqsa et d'autres groupes. Jamais elle a ciblé des cadres de HTS depuis 2017. Donc on voyait très bien qu'il y avait une volonté de la part des États-Unis, mais aussi des Turcs, de s'appuyer sur la figure de Jolani dans le pari du futur de la Syrie. Alors peut-être une petite clarification, de reprendre une question. Juste avant, vous disiez que le pays pourrait sombrer dans une guerre multipliée, centuplée, si jamais le pouvoir tombait. Est-ce que Al-Jolani pourrait refaire le scénario de Al-Assad, à savoir c'est moi ou le chaos? Parce que c'est ce que Assad a beaucoup utilisé comme prétexte, notamment d'un point de vue international, pour se légitimer et dire si c'est pas moi, ça sera le terroriste. C'est possible, c'est un bon argument. Il sera plus légitime à le défendre que Assad. C'est pas cher Assad. C'est certain. Parce qu'on peut pas. Il y a aussi 14 ans de guerre civile derrière. Donc on sait ce que c'est, hein, le chaos. C'est pas juste une image ou juste un épouvantail, mais tout le monde sait ce que c'est, ce chaos. Et le monde entier, pas seulement les Syriens. Bon, on a vu tout ce que ça a entraîné, d'avoir un pouvoir qui se jouait de la sécurité de tous et qui a laissé se développer, y compris les djihadistes. Donc, Moi, je compare la situation par rapport à une perspective de chaos, je la compare toujours avec l'Algérie, parce que l'Algérie, ils ont connu une décennie noire dans les années 90, et qu'on a vu le mouvement Hirak qui s'est opposé au gouvernement jusqu'au Covid. Le Covid qui a mis fin au Hirak, les manifestations, elles étaient pacifiques. Il n'y avait pas de voitures brûlées comme en France. C'était très pacifique. Et par rapport à cette question, si on revient à la Syrie, Bachar al-Assad, il s'est maintenu parce qu'il avait des alliés étrangers. S'il n'y avait pas une présence iranienne et russe, jamais il aurait pu s'opposer aussi longtemps avec le Hezbollah, jamais il aurait pu s'opposer aux rebelles. Donc Jolani, si on se tourne vers un scénario chaotique, sans aide extérieure, sachant que les Israéliens ont neutralisé toutes les capacités militaires quasiment de la Syrie, je ne pense pas qu'il va faire long feu. Effectivement. Il y a une question en ligne. Oui, il y a une question en ligne et puis on va prendre une question ici. Alors, la question. D'autres communautés en Syrie ne font pas parler d'elles et travaillent de façon pertinente et efficace avec les nouveaux libérateurs comme la communauté ismaélite, par exemple, ou bien d'autres. Est-ce que vous avez plus d'informations sur ce qui se passe dans ces régions? alors bon, c'est une toute petite minorité, je ne saurais pas donner de chiffres sur le nom des membres de la communauté ismaélienne en Syrie. La peu de choses que je sais, hein, que j'ai constaté, c'est que, par exemple, la force internationale des Ismaéliens, c'est-à-dire le SOP, qui est la fondation Aga Khan, qui contribuait à l'époque du régime Assad énormément à reconstruire certains sites parce qu'il y avait des attaches historiques et tout ça. Eh ben, ils ont continué, très bien. Je ne sais pas si les Ismaéliens, quelle est la situation? Je n'ai pas d'informations. Je ne peux pas répondre sur ce. Je ne sais pas comment la population, enfin les membres de la communauté ismaélienne, dans quelle situation ils sont. Est-ce qu'ils sont assimilés aux Alaouites? Est-ce qu'il y a des réactions contre eux? Est-ce qu'il y a eu des actes de répression ou des exactions? J'avoue que je ne sais pas du tout. Tout ce que bon, moi je vois seulement cette fondation Aga Khan qui continue. Enfin, j'ai vu à Alep de petits bouts de vieil Alep qui commencent à être un petit peu reconstruits ou certaines maisons refaites. Il y en a en partie grâce à la fondation Aga Khan. Alors moi, c'est une question qui porte sur l'enjeu de la démocratisation potentielle de la Syrie, du système politique syrien. Et c'est en deux parties. La première, c'est comment envisager la construction d'une démocratie, puisque ça n'aura probablement pas la forme d'une démocratie européenne, ne serait-ce que parce que le pays n'a pas les mêmes logiques internes.
Et la deuxième partie de ma question, c'est comment penser cette démocratisation dans un pays qui a vécu pendant plus d'un demi-siècle dans la dictature, et puis auparavant, c'était par ailleurs pas non plus une démocratie qui était mise en place. Donc comment penser un potentiel développement de la démocratie à la fois sur ces deux aspects-là? Il est certain que la très grande majorité de la population syrienne ne sait pas trop ce que ça veut dire la démocratie. Ayant vécu, non seulement ils n'ont pas de repères dans l'histoire du pays, très peu, il y a eu vraiment des petites périodes démocratiques dans les années 50. Et puis, bon, il faut attendre peut-être que cette question devienne prioritaire. Pour l'instant, les besoins des Syriens sont tels, économiques, sociaux, que c'est peut-être pas tout à fait la priorité, la première priorité de mettre en place un système démocratique. Ceci étant dit, là je parle de la majorité de la population qui est notamment ceux qui sont restés en Syrie sous le contrôle du régime Assad. Maintenant, la nouvelle génération, la diaspora, tous ceux qui viennent de la diaspora, il y a aussi une pression de la société civile, de certains milieux, d'un certain niveau éducatif, etc. Il y a une pression, une demande, une exigence de démocratie qui est là et qui va jouer. Et aussi, j'ajouterai à ça évidemment, des pressions internationales. Parce que c'est bien beau d'être accueilli à l'Élysée, à la Maison-Blanche, comme ça, mais bon, il faut par exemple que l'Europe, là, donne de la voix. Ils sont très, très, très absents hein, pour l'instant. Il y a beaucoup de l'Europe est en train de regarder, faire des petits bricoler. Mais la France, pareil. Bricolage. On fait des petites choses, on fait des petites conférences, on envoie quelques ONG culturelles, machin, bon. Mais là, quand il y aura la reconstruction, quand l'Europe devra contribuer aussi, là l'exigence, la pression pour la démocratisation doit aussi venir de l'international. Je pense qu'il y a deux ingrédients très importants à prendre en compte quand on parle de démocratisation. Le premier, c'est l'unification du pays. Parce qu'aujourd'hui, pour parler de démocratie, il faudrait quand même qu'il y ait une Syrie. Et aujourd'hui, il n'y a pas une Syrie. Donc, comme on l'a évoqué, il y a encore la question du Nord-Est, la question druze et d'autres communautés. Et le deuxième ingrédient, c'est la situation économique. Parce que si la situation reste telle qu'elle, si il n'y a pas une amélioration de la situation économique, ça va être très compliqué pour les Syriens de penser à un progrès politique, notamment une démocratisation. Après, il y a un autre problème qui se pose, c'est la maturité donc de la société. Mais moi, ma crainte, c'est, je vais employer des mots forts, mais je les assume, cette forme de néocolonialisme qui vient de l'Europe et des États-Unis et qui veut imposer à une société multiethnique, multiconfessionnelle, une forme de représentativité. Pour le moment, quel effet ça a eu? Ça a eu pour effet que Jolani, lors de la formation de son dernier gouvernement, il a inclus un druze, un alawite, une chrétienne. Mais est-ce que on choisit les gens par rapport à leurs compétences ou est-ce qu'on les choisit juste parce qu'ils appartiennent à une communauté? Sachant que représenter les Druzes aujourd'hui, c'est très compliqué. Représenter les Alaouites, comme je le disais au tout début de l'intervention, les Alaouites aujourd'hui, ils sont organisés à travers une représentativité religieuse, mais vraiment politique, on la cherche encore. Quel est le poids des extrémistes venus de l'étranger secondés HTS? Je vais essayer d'être court. Bon, je l'ai un peu abordé précédemment, mais donc il y a une partie d'entre eux qui ont été absorbés dans la nouvelle armée syrienne.
Il y a une majorité qui est restée à Idlib, dont le sort est suspendu à, la soumission, donc l'acceptation du nouveau projet politique de Jolani, très éloigné du projet initial djihadiste. Et il y a une troisième composante, c'est les combattants étrangers de l'État islamique. Et eux, aujourd'hui, ils n'ont pas de porte de sortie en Syrie, ils ne peuvent pas retourner chez eux. Je sais qu'il y a une partie qui a choisi de quitter l'État islamique et de collaborer avec HTS, qui est très introduit dans les réseaux de l'État islamique. Mais là, on est dans une forme on est un peu en suspens par rapport à qu'est-ce qui va se passer avec ces franges. Mais moi, aujourd'hui, pour eux, je vois pas de porte de sortie pour la Syrie parce que il n'y a pas un terrain de djihad aujourd'hui disponible dans le monde, comme l'a été la Syrie en 2011 et en 2012. Et sortir de Syrie pour gagner l'étranger, ça risque d'être très compliqué. J'espère néanmoins que cette discussion a pu vous apporter des éclairages nécessaires pour la compréhension de cette nouvelle Syrie et sur de nouvelles perspectives d'avenir. J'espère également que vous avez pu comprendre un petit peu toute la logique, à savoir donc une Syrie qui a connu des progrès, mais qui reste encore très fragilisée à l'intérieur comme à l'extérieur. Voilà. Merci. En pleine transition, quoi. Voilà, oui, exactement. Et merci beaucoup à vous deux d'avoir répondu à nos questions.